Une présence diversement interprétée. Motsepe est bien là, bien présent. Il est venu à Abidjan pour constater. Motsepe y est pour se faire une idée véritable de l'avancement des travaux des stades et des sites d'accueil à la faveur de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Motsepe est bien présent à Abidjan pour voir sauter le verrou non sécuritaire, non accessible, parce que exclusiviste, le fameux article 47, retouché, remodulé, le temps d'une mi-temps, 45 minutes. Désormais souple, débarrassé de toute contrainte, le 47 est la clé d'un accès à une élection fédérale sans le moindre blocage. Il permet à tout postulant, tout tentant, d'atteindre le forum de l'élection sans être pris dans la tenaille de la catégorisation, sous le regard méprisant d'une élite égoïste, récusant la comparaison et la concurrence. Le 47, comme on le voit, n'est plus un stop obligatoire. Il devient le feu vert, constamment allumé. Motsepe est là, à Abidjan. Il a échangé avec certains acteurs. Son discours, semble-t-il, est futuriste, tourné vers le développement du football, à l'enrichissement des acteurs. Les présidents de clubs qui, pour avoir créé un club, se sont appauvris, parce que n'ayant pas ou n'ayant plus de moyens. Des joueurs réduits à la mendicité sportive et alimentaire, mal rémunérés. Certains s'enfuient vers l'inconnu. Ce sont eux, les désormais bénéficiaires des retombées du football, a mentionné le grand patron du football africain venu à Abidjan pour faire un constat. Le constat est clair. La Côte d'Ivoire a perdu de son lustre. L'équipe nationale, en 3 CAN, a régressé considérablement. Meilleure place obtenue, quart de finaliste, lors de la CAN 2019 en Égypte. Au niveau des clubs, le plafond est très bas. Un épais nuage couvre les différentes associations. Le dernier résultat en date, enregistré par un club ivoirien, est la sortie prématurée de la SEC en Coupe de la Confédération dimanche dernier. Les jaunes et noirs seront privés d'une demi-finale. C'est une véritable traversée du désert pour les propriétaires de la Fédération nationale. Le championnat se joue à crédit, devant des gradins occupés par des fantômes. Le public, en total désaccord avec le ou les présidents. Les journalistes ne couvrent plus les mêmes matchs le week-end. Les joueurs n'ont plus d'avenir. Ils n'ont que leur passé revu au présent. Motsepe est bien présent sur la lagune brillée. Il s'est voulu rassurant, mais quelque peu réservé quant à la date exacte du déroulement de cette compétition d'envergure sur le continent chaque 2 ans. La CAN en Côte d'Ivoire aura-t-elle bien lieu en juin 2023 ou en 2024? Scrutons ensemble l'horizon. Voilà la vérité. VDS, en son 1392e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport, c'est un constat. Je suis Racing Sankwasi. Un clin d'œil sur nos amis internautes. Grâce à Elie Dion et Diaby Elike, nous pouvons dire que nous avons atteint hier 1245 personnes. Avant de commencer, 1245 personnes. Hier, c'était 2709 personnes. Vivement qu'on améliore un peu ce taux, ce n'est pas mauvais en tant que tel, mais bon, on peut l'améliorer. 2000, on peut aller même à 10 000, pourquoi pas. Merci tout de même à tous ces auditeurs postés sur Internet, sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Pour être précis, vous êtes tapé Radio Côte d'Ivoire, vous êtes connecté chez nous et vous pouvez poser toutes vos préoccupations. Il y a certains qui ont réagi par rapport à l'élimination de la SEC Mimosa dans la Coupe de la Confédération. Cette élimination constituera un pan de notre débat du jour qui passe par ce carton non jaune, pas de carton, j'allais dire, administré à la Côte d'Ivoire. Motsepe se veut rassurant et satisfait de l'avancée des travaux pour atteindre la CAN à venir. Bon point donc pour la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la prochaine CAN.
L'article 47 a été adopté ce jour en moins d'une partie de football, le temps d'une mi-temps, 45 minutes. L'article 47 est désormais plus souple, plus accessible, sans catégorisation. Encore un échec, on le disait, le football ivoirien a encore plongé. La SEC éliminée de la phase de poule a sanctué le mal dont souffre le football ivoirien. Une élimination de trop qui montre bien le malaise qui frappe notre football. On en parle dans ce débat. Nous sommes ensemble en compagnie de Patrick Alban et de Eric Kakou qui réalisent cette émission. Vous êtes bien chez vous, Radio Côte d'Ivoire. Alors, commencez par la visite du président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, se dit rassuré au thème de sa visite, marathon de 24 heures. Le patron du football africain s'est rendu dans l'après-midi d'hier à San Pedro où il a visité les chantiers du nouveau stade réalisé à 71%. Les grosses œuvres, tribunes, toitures et autres terrassements du terrain de football sont déjà effectués. Il s'est aussi rendu à la cité Cannes de la cité où toutes les maisons déjà construites sont en phase de finition. Satisfait de l'évolution des 10 travaux, Motsepe a encouragé les autorités ivoiriennes à poursuivre dans ce sens afin que la Côte d'Ivoire réussisse la plus belle CAN jamais organisée sur le continent. Des propos que le Sud-Africain avait déjà tenus dans la matinée lors des audiences à lui accorder respectivement par le Premier ministre Patrick Achi et le président de la République Alassane Ouattara. À la mi-journée, Patrick Motsepe a inauguré le bureau permanent de la Confédération africaine de football d'Abidjan, une bâtisse de R+4 de 14 appartements, de 4 pièces meublées situées à Cocody-Bonomé. Messieurs, déjà, Charles, d'abord, c'est un fait qui rassure même l'autorité, même la masse ouvrière qui était sous pression. Un tel discours vous met un peu dans un certain confort pour continuer le travail, n'est-ce pas? Oui, écoutez, c'est vrai que ça met un confort, mais ça me met aussi la pression. Parce que c'est une pression qui ne dit pas son nom. Il faut aller vite, il faut aller vite, mais ne pas faire n'importe quoi. Et il faut aller vite pour respecter les délais. On sait que les ouvrages doivent être livrés à la Confédération africaine de football au plus tard le 31 décembre 2022. Au 31 décembre 2022. Donc, tous les stades, tout doit être prêt au 31 décembre 2022. Donc, vous voyez que nous sommes à quelques mois de cette échéance-là. Donc, il faut aller vite et puis bien faire, puisque déjà, le patron de la Confédération africaine de football lui-même est satisfait de ce qu'il a vu à San Pedro. Il a dit, tout à l'heure, vous l'avez souligné, que la Côte d'Ivoire va organiser l'une des plus belles, peut-être la plus belle CAN dans l'histoire de cette compétition. C'est des propos rassurants, mais il ne faut pas s'en tenir à ces propos-là. Il faut continuer le travail et surtout bien faire. Il ne faut pas bâcler le travail. Noliapo, sur cette visite éclair qui est très riche, puisqu'on va dépouiller un peu la visite. La mallette de Motsepe est très pleine. Mais s'agissant des travaux sur les sites d'accueil, et même des stades devant abriter la compétition majeure du continent, la CAN, le patron du football africain se dit satisfait parce que les choses avancent dans le bon sens. Ah oui, Rach, et là, je m'inscris dans ce que Soario vient de dire. Dans ce que Soario vient de dire, c'est vrai que la visite est satisfaisante pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est assez satisfaisant pour nous-mêmes, Ivoiriens, et pour les autorités, mais en même temps, cela nous met la pression. Ça veut dire que Motsepe a déjà pris de l'avance en nous disant que nous n'avons pas le droit de rater cette canne-là. Ça veut dire que nous devons respecter les délais et donner et offrir à l'Afrique l'une des meilleures cannes. Donc la pression, elle est là. Je me réjouis que cette pression elle soit mise sur le sommet de l'État, c'est-à-dire que le chef de l'État et le Premier ministre. Donc chacun a compris l'importance de cette Coupe d'Afrique des Nations et donc je suis heureux de cette visite-là et de savoir que les choses avancent bien, mais que la pression doit être maintenue pour que les délais soient respectés, parce qu'on n'a pas le droit de reculer. Nous devons vraiment bien faire pour avoir l'une des meilleures cannes, l'une des meilleures Coupes d'Afrique. Je reste avec vous dans les coulisses de la Confédération, désormais éclatée, puisqu'il y aura une succursale ici à Abidjan pour suivre les travaux. Le patron n'est pas encore très fixé, très net sur la date. On parle de juin 2023, mais on pourrait aller même en 2024. Est-ce que vous avez eu vent de cela, de cette visite-là?
Oui, je pense que déjà avant même la visite, on avait eu écho de cette histoire d'aller en 2024. Bon, quelque part, personnellement, je m'en étais réjoui parce que je me dis ça nous laisserait encore un temps supplémentaire. Mais bon, il y a aussi les enjeux économiques. Mais bon, pour l'instant, ça reste encore une affaire de coulisses et nous attendons pour avoir la confirmation. Mais je dis que ce soit 2024 et autant qu'on finisse notre organisation et qu'on se mette dans la tête que notre Coupe d'Afrique va avoir lieu en 2023 pour qu'on puisse être prêt. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là et relâcher pour après être surpris. Vous pensez que c'est une passe aveugle du MOCP à l'adresse de notre premier capitaine des éléphants, le président de la République, nous donner le temps, une marge sécuritaire pour bâtir tout avant cette CAN souhaitée belle de l'histoire du football africain? Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut aller... Vous pensez que c'est un piège? Enfin, moi, je dis que c'est un piège. Il faut faire attention parce que l'accord cadre n'est pas encore signé. Vous savez très bien que tant que l'accord cadre n'est pas signé, on peut à tout moment vous retirer l'organisation de cette compétition. C'est quand l'accord cadre est signé que là, on ne peut plus rien faire. Mais l'accord cadre n'est pas encore signé. Donc, tout est possible. Maintenant, je dis, il faut pas tomber dans le piège. Il faut travailler, il faut aller vite, mais ne pas faire n'importe quoi et puis respecter les délais. Parce qu'une compétition qui va se jouer en juin, vous voyez le piège qui nous attend. On sait tous qu'en juin, il pleut en Côte d'Ivoire. Il pleut forcément en Côte d'Ivoire. Maintenant, la qualité de nos pelouses, c'est là on va juger la qualité de ces pelouses-là. Le système de drainage, il faut vérifier tout ça. Il faut que tout soit fonctionnel. Parce que ce ne sera pas une Coupe d'Afrique en janvier, février. C'est en juin, des risques de pluie, de grosses pluies. Moi, je n'ai jamais assisté à une Coupe d'Afrique où un jour la pluie a arrêté un match. Je n'ai jamais vu ça. En 10 Coupes d'Afrique que j'ai couvert, je n'ai jamais vu ça. Mais j'espère que je ne sais pas en Côte d'Ivoire, je vais voir ça. Donc maintenant, le plus important, c'est que les pelouses, le système de drainage, même s'il pleut et que le système de drainage fonctionne bien, on peut jouer au football. Ouais. Mais si le système de drainage est défaillant, forcément, le ballon ne va pas rouler et puis les matchs vont s'arrêter. Donc là, ce sera pas bon. Pour l'image de la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas bon aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pourquoi je dis il faut faire très attention, il faut bien travailler et surtout, tenir compte du système de drainage de nos stades, de nos jolis stades. On a déjà ouvert la mallette de MOCP, le président de la Confédération. Le patron du football africain aurait tenu, en rencontrant certains invités, certains acteurs du football ivoirien, il a tenu un discours qui, semble-t-il, est très futuriste. Il parle d'un football qui va générer beaucoup d'argent, c'est vrai, mais dont les retombées iraient directement chez les vrais acteurs, les footballeurs, les joueurs et les dirigeants qui souffrent, qui sont écrasés par le poids des charges. Ce discours-là, pour un président de confédération, c'est quoi? C'est orienter les dirigeants, orienter un électorat? Non, pas forcément. Il présente une situation. Aujourd'hui, la gestion du football en 2000, des années 2000 ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en 2002, 2003, 2004, diffère aujourd'hui de la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le football de haut niveau demande des moyens. Il faut des moyens. C'est pas aujourd'hui un club de football. Tu vas pas compter sur le président du conseil général ou le député du coin pour gérer ton équipe. Ou chaque fois aller s'asseoir à la mairie de la ville, attendre l'arrivée du maire pour qu'il puisse payer le carburant du car pour aller jouer un match. Non, ça c'est fini. C'est une gestion agricole. C'est fini. Aujourd'hui, on tend vers le professionnalisme. On tend aujourd'hui. Et hier, MOCP, en s'adressant aux membres actifs de la Fédération ivoirienne de football, s'ils ont bien compris le message de MOCP, c'est le professionnalisme du football. Et que les acteurs, les présidents du club, les footballeurs soient au centre d'intérêt. C'est eux qui doivent bénéficier des retombées du football. Et ça, il a dit hier, je pense qu'ils ont bien compris. Noyapo, ces propos de MOCP cachent-ils des non-dits? Je ne pense pas que ces propos-là puissent cacher des non-dits. Je crois que MOCP ne fait que dire ce qui devait être depuis longtemps dans le football. Je l'ai tantôt dit que le football, ce n'est pas un simple jeu. Aujourd'hui, le football est devenu une industrie et qui doit profiter aux producteurs de cette industrie-là. Et donc, MOCP ne fait que dire quelque chose qui devait exister depuis longtemps, mais qui n'a pas existé chez nous ici, parce qu'on a toujours continué de penser que le football, c'était un petit jeu, c'est de l'amusement. Mais et quand on a des ligues professionnelles et que les acteurs ne peuvent pas vivre de ça, je crois que ce n'est pas normal. MOCP a une vision du football qu'il a amené à la tête du football africain.
C'est cette vision-là qu'il essaie d'impulser à toutes les fédérations, y compris la fédération ivoirienne de football, qui est l'une des fédérations les plus importantes en Afrique. Quand on voit le nombre de stars que la Côte d'Ivoire a sorti, c'est inadmissible de voir qu'aujourd'hui on a un championnat de ligue professionnelle et que les acteurs, pour certains même, ne sont même pas payés, ils n'arrivent même pas à vivre de ça, et pourtant ils sont en ligue professionnelle, c'est-à-dire que c'est leur travail. Bon, ça, franchement, Mosepe ne fait qu'ouvrir et pousser une tête qui était déjà ouverte. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit mettre le football africain. Moi, je l'encourage, si tant est que cette vision-là est accompagnée par des actes, je l'encourage parce qu'on doit sortir de là où on met de l'argent pour développer le football, mais cet argent ne va jamais dans le sens de développer le football. Oui, Mosepe pense un peu à ce passé glorieux de la Côte d'Ivoire, les années 80, où la sous-région qu'on voyait tous ces stars, tous ces talents du côté d'Abidjan, où des joueurs nigérians, ghanéens et autres étaient payés à coups de millions sans la dévaluation. Mais aujourd'hui, où on parle de professionnalisme, c'est là que des joueurs sont payés à 25 000 francs. Oui, mais c'est simple, hein. Il faut le dire tout net. C'est la faiblesse de la fédération. Parce que quand tu parles, moi j'ai entendu des trucs incroyables. Mais si le club était aussi fort, la fédération vient en complément. Non, mais je vais t'expliquer aujourd'hui, Rach. J'ai entendu des trucs incroyables. Je vais te donner un exemple. Il y a une chose qu'on appelle le cahier des charges. Le cahier des charges. Depuis 8 ans, à chaque début de saison, on nous répétait on va appliquer le cahier des charges. On va appliquer les charges, mais ils ne l'ont jamais appliqué. Le cahier des charges, c'est quoi? Le cahier des charges, c'est respecter une base salariale, respecter un minimum de professionnalisme, avoir un terrain d'entraînement, payer des salaires corrects, avoir des salariés qu'il faut payer. Mais cela veut dire que la subvention ne suffit pas. Oui, mais maintenant... je dis que la fédération, en venant avec la subvention, vient en complément, en soutien. L'association elle-même a quoi au départ? Rach, oui. Quand une fédération, vous donnez des subventions à des clubs, quel mécanisme vous mettez à côté pour contrôler cette subvention-là? Pour voir si cette subvention, effectivement, les joueurs sont payés. Mais je vais te donner un exemple qui va peut-être t'étonner. Moi, je connais des clubs ici qui ont joué la Ligue 1 pendant près d'une décennie, qui recevaient près de 38 millions comme subvention, mais qui n'ont jamais payé de salaire. Où cet argent est parti? Dans les poches du président. Mais maintenant, là, vous ne pouvez pas donner 38 millions à des clubs sans contrôle. Là aussi, c'est la faute aux journalistes. On n'a pas pu investiguer pour trouver, tirer sur la sonnette d'alarme pour aider ces enfants. On est aussi complices. Je suis désolé. C'est pas la fédération seule. Mais moi, je ne suis pas complice. Mais est-ce que tu as dénoncé? J'ai dénoncé. Non, il y a pas. Sur cet aspect, les choses. Hier, c'était l'Eldorado en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont nos talents qui vont dans la sous-région partout. Parce que, il y a une certaine. Ce racisme-là qui fait que, on n'arrive plus à satisfaire l'acteur. Le pauvre, quand il finit de jouer un match, il n'a pas de prime de match, il n'a même pas de salaire. Et pourtant, il a toute une famille à nourrir. C'est tout ça aussi le déclin de notre football. On va en parler tout à l'heure suite au résultat. Mais quand Mosepe dit, écoutez, désormais, il faut enrichir les acteurs que sont les présidents de club et les footballeurs. Votre réaction là-dessus? Oui, Rach, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en parfait accord avec Mosepe. J'ai écouté tout à l'heure Soalio. Ce que Soalio dit qui est extrêmement important, c'est qu'il y a un cahier de charges. Le cahier de charges, il doit être respecté. Celui qui veut être en ligue professionnelle, mais il y a un cahier de charges qui dit que si vous voulez être en ligue professionnelle, il faut avoir un stade d'entraînement, il faut payer un minimum de salaire de temps. Et ce minimum de salaire qui est dans un cahier de charges doit être connu même des joueurs. On ne peut pas être dans une entreprise et on ne connaît même pas son salaire minimum. Ce n'est pas possible. Et comme là, tu parles de la subvention. La subvention, c'est une aide que la fédération apporte. Oui. Il ne faut pas oublier que les clubs sont des associations privées. C'est des personnes qui se mettent ensemble pour créer des clubs. Voilà. Et donc, ils doivent avoir leur politique, leur vision de développement de leur club. Et après, la subvention, elle va venir s'ajouter. Mais encore que, effectivement, quand la subvention est bien ajoutée, il faut qu'elle soit contrôlée parce que le rôle de la fédération, c'est de donner de l'argent pour développer le football. Mais on développe quoi si on donne de l'argent et que les acteurs qui doivent produire le spectacle ne reçoivent même pas le minimum de ce qu'ils doivent recevoir. Donc voilà pourquoi je suis d'accord avec lui. Il faut donner de l'argent, il faut contrôler, il faut un cahier de charges. Tout le monde n'est pas appelé à jouer en ligue professionnelle. Si vous n'arrivez pas à remplir les conditions pour jouer en ligue professionnelle, mais on vous regarde comme dans les autres pays. Il y a des clubs qui sont tout petits qui peuvent remplir ces cahiers de charges. On les fait jouer en ligue professionnelle. Aussi simplement que ça. Oui, d'accord. Vous voulez dire quoi? Que la fédération refuse de contrôler les associations pour que
celle-ci ne contrôle pas à leur tour la fédération, c'est ça? Je ne vous contrôle pas, vous non plus, c'est ça? Bah, oui, là, vraiment, c'est un marchandage parce qu'effectivement, si on veut contrôler quels sont ceux qui respectent le cahier des charges, c'est sûr qu'au moment de voter, ceux sur lesquels on aura tapé, parfois c'est ceux-là qui votent pour celui qui vient être élu. Donc on ferme les yeux sur ça au détriment du développement du football, et ça donne les résultats que ça a donné. Tout à l'heure on parlera de l'élimination de la SEC et ça continue, Tu viens de le dire, hier c'était l'Eldorado. Pourquoi hier c'était l'Eldorado, le monde entier venait jouer en Côte d'Ivoire et on n'a pas pu continuer sur cette lancée et aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire qui va vers le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été cette politique de gestion qui a renversé les choses, qui fait qu'aujourd'hui le football ivoirien n'est plus un Eldorado? On doit tous se poser des questions. Hier, il n'y avait même pas de subvention à ce niveau-là, mais partout, les joueurs qui étaient de partout, les internationaux pour venir jouer en Côte d'Ivoire. Il n'y avait même pas de subvention, c'était des personnes privées qui mettaient leur argent. Aujourd'hui, il y a encore des personnes privées qui mettent leur argent. Il y a la subvention. Et là, on dit qu'on donne une subvention pour développer le football, mais quand on donne pour développer, il faut contrôler. Là, tu sais bien, on donne des subventions même aux écoles privées, mais l'État donne des subventions aux écoles privées, mais l'État contrôle. Donc quand la fédération donne des subventions au club, il faut contrôler pour voir dans quel sens ça s'en va. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Est-ce que ça profite à ceux qui produisent de ce taxe? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, aussi simplement que ça. Vous voulez compléter? Oui, mais effectivement, j'ai parlé du cahier des charges, parce que vous reprenez un peu la presse ivoirienne ces dernières années, vous allez voir, à chaque début de saison, on nous parlait de ce cahier des charges. Moi, j'ai participé à des débats avec même le responsable, l'ex-président de la Ligue professionnelle, qui martelait qu'ils allaient respecter le cahier des charges. Mais ils ne l'ont jamais fait. C'est pour des raisons électoralistes. Parce que, comme il a dit, Noël Diapo, ce sont eux, les électeurs. Si tu les affaiblis, comment tu vas les contrôler? C'est tout ça. Parce que ça aussi, voici pourquoi je dis, il est important, l'application du cahier des charges est important. On ne peut pas bâtir un grand football, avoir un football local fort avec des clubs qui sont faibles, qui donnent des salaires même certaines servantes même sont mieux payées que des joueurs professionnels en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité. Parce que, je donne un exemple. En France, je prends l'exemple de la France, il y a ce qu'on appelle la direction de la NSG, Direction nationale de contrôle de gestion. C'est une direction qui, en début de saison, contrôle. Paris Saint-Germain, vous voulez participer au championnat? Donnez-nous les garanties que vous allez respecter le cahier des charges, vous allez payer des salaires, etc. Quand un club n'arrive pas à donner cette garantie-là, c'est que souvent on apprend Bastia a été rétrogradé en division inférieure. Parce que chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on peut le faire ici, parce que vous donnez des subventions, mais vous pouvez contrôler. Contrôler. Est-ce que la subvention, ce sont 15 millions de francs CFA à des clubs sans contrôle, mais vous enregistrez le président, mais pas le club. Dans un mot, Noël Diapo et Chaliot, Noël, d'abord, le discours de M. Patrick Motsepe, président de la Confédération, tient la route et est collé à l'actualité, c'est ça? Ah oui, là, le discours de Motsepe, il tient la route, il est collé à l'actualité. C'est pourquoi moi je dis, il y a le discours et il y a les actes. Parce que même quand la FIFA ou la CAF donne de l'argent à une fédération, il y a des lignes budgétaires, on ne donne pas l'argent à la fédération et puis on laisse la fédération faire ce qu'elle veut de l'argent. On leur dit, on donne de l'argent pour construire un stade d'entraînement ou on donne de l'argent pour faire telle chose. Et c'est bien écrit. Et c'est sur cette base-là qu'on vient contrôler. Donc quand aujourd'hui on donne de l'argent au club, mais il faut contrôler. Parce que vous trouvez normal que... Je prends un club comme la SEC Mimosa, qui on sait a un minimum d'infrastructure. Vous trouvez normal que la SEC Mimosa ait le même montant de subvention que des clubs qui n'ont même pas d'infrastructure qui jouent dans les camps militaires? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Quel résultat on veut avoir? On est tous en Ligue 1. Moi, j'ai des salaires à payer, j'ai des jardiniers, j'ai tout ça à payer. J'ai le même montant de subvention que vous qui jouez dans un camp militaire où vous voulez. Et puis, bon, mais le jour où le camp est fermé, mais vous... attendez, qu'est-ce que ça représente ça? Pourquoi? Ouais. Non, c'est vraiment bien dit. On va poursuivre notre débat. C'était donc la mallette de Motsepe qui était un peu dépouillée pour voir ce que ça donnait comme visite éclair en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, justement. Autre pan de ce débat du jour, Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, l'article 47, monsieur, adopté. 4 parrainages sans catégorisation. Et cela nous donne le chronogramme suivant. Dépôt de candidature du 7 au 9 avril 2022. Début de la campagne électorale 16 avril 2022.
élection prévue le 23 avril 2022. Monsieur, éclairage parfait, tout est maintenant précis. On a respecté les recommandations de la FIFA. On peut maintenant aller à cette fameuse élection. Noël Yapo. Oui, Rach, je pense que c'est des bonnes guerres. Maintenant, on peut aller à cette élection-là. C'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps, éviter la catégorisation des clubs. À la limite, même les parrainages, à quoi ça sert? Mais bon, on s'en tiendra aux 4 parrainages, tout club confondu. Et puis, bon, on va maintenant aller aux élections. Alors, ça va nous éviter tout ça. Ça nous aurait évité même tout le temps qu'on a perdu. Tout ce temps-là. Et moi, je suis entièrement d'accord. 4 parrainages, bon, ben, ce n'est même pas nécessaire, mais bon, si c'est ce qui est adopté, tant que ça évite la catégorisation des clubs, ben, je crois qu'on est dans le bon temps. Il faut maintenant aller vite, parce qu'il y a trop, il y a beaucoup de priorités qui attendent ce nouveau président de la fédération. On est en train de parler de la visite du président de la CAF. Et tout ça, c'est de son ressort, donc il faut aller vite. Maintenant, les choses sont ouvertes, il faut aller vite pour éviter encore qu'on perde du temps. Le développement du football attend tout le monde. Ouais. Chalio, 45 minutes, c'est le temps mis pour adopter cet article 47. Ça allait très vite, hein? Oui, ça allait très vite ce matin, mais parce que c'était seulement le seul article qui devait être revisité. Et là, ils sont allés à l'essentiel. Ils se sont rendus compte qu'il fallait éviter un bras de fer avec la FIFA. Un bras de fer qui n'avait pas de sens, qui était vraiment c'était n'importe quoi. Et là, ils ont décidé de respecter ce que la FIFA a dit. 4 parrainages, sans catégorisation. Donc, tout le monde est tombé d'accord là-dessus. Reconnaissance d'une souveraineté de la FIFA? Mais moi, je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. La souveraineté de la FIFA a des limites face à la FIFA. C'est la fêtière. Tout est clair. Quand tu regardes l'article 22 du code électoral, tu vois que la FIFA peut s'immiscer dans les affaires ivoiriennes à tout moment, dans le processus à tout moment. Ça, c'est clair. C'est eux-mêmes qui ont voté ce test-là. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Ils ont compris. Il y a eu des va-t-en-guerre, mais qui sont vite revenus à la raison. Parce que là, si tu t'entêtes, tu vas créer ta fédération et puis tu joues ton championnat ailleurs. Est-ce que ça, c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc, il faut respecter ce que la FIFA dit. Voilà. Je disais que pour faire rire un peu des amis, je disais un jour comme ça que Chalio, ou bien Noé Yapo, même Patrick Alban, vous devez pouvoir avoir votre ballon à vous, hein, pour vos enfants, mais vous n'avez pas le football. Le football appartient à la grande fêtière. Noël Yapo, à propos de cet article, aujourd'hui, on voit le chronogramme, dépôt de candidature du 7 au 9 avril, 2 jours suffisent pour déposer toutes les candidatures. La campagne, c'est pour le 16, une semaine de campagne. Faut-il effectivement aller en campagne pour qui? Puisque les acteurs se connaissent, les fameux parrains. On fait la campagne pour qui? Pour le public? C'est un show ou bien qu'est-ce? On fait la campagne pour les 80 les électeurs, les grands électeurs qui se connaissent. Oui, les parrains se connaissent. Je crois que c'est normal. C'est vrai qu'il y a les parrainages, mais je dis, c'est une élection, les choses peuvent changer, beaucoup de choses vont changer. Faut pas croire que quand des clubs vous ont accordé le parrainage, c'est fini, tout est gagné. C'est 4 parrainages, ça suffit. Donc, quand on prend, s'il y a 4 candidats, 4 parrainages, ça fait à peu près 16 clubs, et il y a près de 83 votants. Et donc, je veux dire, il faut effectivement battre campagne, il faut présenter son programme. C'est vrai, comme on l'avait dit par le passé, il y a les vécus, mais il faut battre campagne sur la base de son programme pour dire exactement ce qu'on va faire pour le développement du football. Et je souhaite que pour une fois, les acteurs du football qu'on écoute, et qu'on prenne chaque candidat qui va nous dire quelque chose de mot plus tard, parce que le football ivoirien est trop en retard. Il faut qu'on écoute et qu'on nous dise exactement ce qui va être fait pour aller dans le sens du développement de ce football-là. Jalio? Mais on ne connaît pas encore les candidats. Les candidats déclarés, maintenant, à partir du 7, ils vont commencer à déposer les candidatures. On va voir les candidatures qui seront retenues. Il peut y avoir de nouvelles candidatures face à... Depuis une semaine, vous et moi, nous sommes en train pour parler, pour faire une liste. Bon, on ne sait pas si on aura tous les... Bon, vas-y. Bon, donc, c'est pour dire que forcément, on ne connaît pas encore toutes les candidatures. Donc, il peut y avoir des surprises. Hein. Il peut y avoir de nouvelles candidatures. Il peut y avoir des candidats favoris recalés. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Donc, on va voir ce qui va se passer. Des favoris recalés? Oui, mais
il y a des conditions à respecter. Qu'est-ce qui vous fait dire que bon, c'est favori pour être écarté ou bien... bon, bref, il y a tellement d'éléments qui rentrent en lice. Effectivement, il y a des conditionnalités. Il y a des conditions d'éligibilité. Bien sûr. Et puis, tu sais qu'il y a le fameux formulaire d'intégrité. Ouais, Donc, il y a tout ça. Donc, c'est tout ça qu'il faut remplir. Maintenant, est-ce que tous ces candidats déclarés là vont respecter les conditions d'éligibilité? Je me pose des questions. Voilà. Pour partager un peu cette réaction surprenante de monsieur, j'ai lui demander, ce fameux formulaire pourrait effectivement faire des dégâts. C'est vrai qu'il y a ce fameux formulaire, mais il y a autre chose. C'est une élection. Et donc, tout le monde, c'est vrai, peut être libre de déposer sa candidature, mais il y a une commission électorale. C'est quand les candidatures sortent, validées par la commission électorale, après analyse de toutes les conditions d'éligibilité, que bon, on peut estimer qu'on est candidat. Sinon, actuellement, tout le monde est sur le starting block, et pour moi, il n'y a même pas de candidat favori. On ne parlera de favori que si on sort de la commission électorale. Donc, pour l'instant, j'observe, et on attend pour voir que les candidats remplissent tous les conditions d'éligibilité. Et puis bon, comme Swallow l'a dit, on ne sait jamais. Il peut y avoir même des alliances. Il peut y avoir certains qui s'en retirent au profit d'autres. Il peut y avoir des alliances, ce n'est pas exclu dans une élection, mais pour l'instant, suivant le chronogramme qui est ouvert, allons-y tranquillement vers les élections. Mais s'il y a des alliances, ce sera une très bonne chose. Chaque élection laisse toujours des traces. Et donc, voilà. Ali, certaines réactions sur la toile, on a l'impression que ce public qui était rejeté est maintenant en train d'être pris au sérieux parce que le public, pour certains, mettrait même la pression sur les présidents du club parce que si des supporters de la SEC se lèvent, pourraient dire à Maître Roger, si vous ne choisissez pas notre candidat, votre ASEC restera seul dans votre main. Est-ce que ce public-là, Chaliot, a son poids maintenant visible, notable pour pas... C'est vrai que le public ne vote pas, mais sa voix devrait pouvoir compter, devrait pouvoir peser dans cette élection. Non, mais vous savez, c'est une élection particulière. C'est 81 votants. C'est eux qui seront dans la salle, qui vont entrer dans l'urne, qui vont faire la différence. Maintenant, le public, c'est vrai, aujourd'hui, tu ne peux pas parler de football sans public, c'est pas possible. Parce que les 81 votants, ce n'est pas eux qui remplissent les stades, ce n'est pas eux qui payent les tickets des matchs, ce n'est pas eux qui payent les t-shirts lorsque les éléphants sont engagés dans une compétition. Donc le public là, et puis la fédération, il ne faut pas l'oublier, les ressources de la fédération ivoirienne proviennent aussi de l'État. Qui dit l'État dit public. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ils ont un rôle important. C'est le 12e homme, on le dit souvent. Le 12e homme, donc ils ont un rôle important, mais ils ne votent pas. Oui. Noël Apos, ce 12e homme-là, a-t-il un poids dans cette élection à venir? Oui, normalement, ce 12e homme, à mon sens, il a un poids. Il devrait avoir un poids de plus en plus important. On a vu en Europe, quand il y a certains clubs qui se sont levés, qui ont voulu créer une ligue, mais vous avez vu le poids de ce public, des supporters des clubs. Et donc, ici, ça doit pratiquement être la même chose. C'est l'une des premières élections où toute la Côte d'Ivoire a les oreilles tendues. Vous voyez que dès qu'on dit quelque chose concernant cette élection à la Fédération ivoirienne de football, le lendemain, toute la toile s'enflamme. Donc, c'est une façon pour le public de dire aux acteurs, à ceux qui vont choisir, attention, c'est vrai que c'est vous qui animez le football, mais le football, c'est le football ivoirien, il appartient à la Côte d'Ivoire. Quand il y a les humiliations, c'est toute la Côte d'Ivoire qui les subit. Et donc, vous devez faire le choix qu'il faut pour éviter que nous, public, tous nous, Ivoiriens, on continue d'être humiliés et qu'on voit notre football se développer. Ça va être une fierté pour tous les Ivoiriens parce que quand le football ivoirien marche, c'est une fierté pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, ce public a son poids. Ce public regarde et que chaque acteur doit savoir qu'il est ausculté et regardé par le public et que les choix ne vont plus être une affaire des présidents de club à celui qui va être élu. Mais ces choix-là, après, il faudra que les présidents aussi, tous ceux qui vont choisir, puissent les expliquer. Quand ça ne va pas, il faut qu'ils aient le courage de pouvoir l'expliquer au public. Ouais. On devra attendre la prochaine fois, en tout cas, pas cette année, la SEC Mimosa, ce club parti pour défendre la notoriété d'un football ivoirien quelque peu brisé. On lance ce mini-débat qui avait commencé depuis mai pour faire un peu la différence. Notre musical débat maintenant. La SEC échoue pratiquement aux portes du grand bonheur, malheureusement. Pas de cas de finale ou demi-finale, finale pour la SEC Mimosa. Un petit nul suffisait au bonheur des actionnaires.
Une élimination de plus, de trop, certainement. Charlio? Oui, je dirais de trop. Parce que là, la SEC quand même nous a fait rêver. Parce que c'est vrai qu'ils ont débarqué au Maroc en leader, premier de la poule. Un seul nul suffisait aux jaunes et noirs pour arracher la qualification. Ils n'ont pas réussi, ils sont tombés petitement face à cette équipe-là, 1-0, un but concédé sur penalty. Maintenant, vous savez, dans ce genre de tournoi, il y a une seule chose. Tu gagnes tes matchs à la maison. Tu prends tes 3 points, tu as 9 points. Et tu t'arranges à aller prendre au moins un point en déplacement. La SEC n'a pas pu le faire. La SEC a gagné tous ses matchs à domicile, en griffe domicile à Cotonou. Tous ces matchs. Ils ont battu Simba, ils ont battu les gendarmes du Niger, ils ont battu, qu'on appelle Berkane, etc. Mais ils sont tombés à Dar es Salaam, lourdement 3-1. La SEC n'a pas su voyager. La SEC n'a pas su voyager. Ouais. Alors que là, dans ce genre de tournoi, tu prends tes 3 points à domicile et tu vas prendre au moins un point, ça te fait 10 points, tu es qualifié. Ils n'ont pas su le faire. Non, il y a pas ce relâchement coupable. Ça part des clubs, jusqu'à même en équipe nationale, on n'arrive pas à assurer le résultat. Aller chercher un petit point, comme on a voulu faire en novembre face au Cameroun, un petit point suffisait pour qu'on aille au barrage de la Coupe du Monde. Malheureusement, on n'a pas pu gérer ça. Ce cas a été vu ce dimanche. Qu'est-ce qui arrive à notre football en un mot? On doit tous se poser la question, qu'est-ce qui arrive à notre football? Et je crois que ce qui arrive à notre football, c'est la politique de ce qu'on a mis en place. Parce que moi, je vais vous dire une chose. J'ai écouté Soalio tout à l'heure. La SEC n'a pas su voyager. Mais même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, aucune équipe ne voyage pour jouer. Mais par le passé, la SEC voyageait pour aller jouer à Bouddha. Et quand on peut se déplacer pour aller jouer, affronter les adversités à Bouddha, pour aller affronter à Bangourou et tout ça, on apprend déjà à voyager. On apprend déjà à voyager hors de son pays, mais on ne voyage même plus en Côte d'Ivoire pour jouer au football. Tous les championnats se jouent au Stade Chambrou. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, bon, je vous dis une chose. C'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cas de la SEC, logiquement, dans les grands championnats, les gens, ils sont à 18, ils sont à 20. Bon, nous, on est à 14. Et on vous dira, oui, ben, parce que, bon, il faut tel. Il y a eu la SEC, il y a eu le FC San Pedro. Regardez, vous êtes dans un championnat où on dit les clubs sont en ligue professionnelle, 14 clubs en ligue professionnelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 5 ou 6 qui ont des infrastructures, qui sont capables de s'opposer à la SEC. À un moment, quand vous êtes un bon, que vous êtes au pays des aveugles, ben, c'est vous le roi. Mais quand vous arrivez au pays où les gens ont les 2 yeux qui voient avec des loupes, mais vous devenez vous-même un aveugle. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. La SEC ici en Côte d'Ivoire, à la limite, mais marche bien sur l'eau. Aujourd'hui, quel est le classement de la SEC en Ligue 1? Regardez. Vraiment, maintenant, après, quand il s'agit de voyager, ben, il n'y a pas de confrontation au niveau local, il n'y a pas d'opposition, et donc après, ça se retend dessus. Ouais. Votre image est tellement belle, ce bon, il a un seul œil, n'a pas suffi pour marcher dans cette pénombre qui couvre notre stade. Oui, mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe? Mais je dirais que rien ne se passe. On a un championnat qui est faible. C'est la compétitivité de notre championnat, de notre football local. Aujourd'hui, quand tu regardes... Le manque de compétitivité. Non, c'est un championnat qui n'est pas compétitif sur le plan africain. Le championnat de Côte d'Ivoire n'est même pas dans le top 12 africain. Quand tu regardes tous ces clubs-là, qui sont qualifiés pour les quarts de finale, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération, c'est les mêmes pays. Al-Ali d'Égypte, Raja de Casablanca, ce qu'on appelle Sétif d'Algérie, Esperance de Tunis, WAC du Maroc. En Coupe de la Confédération, c'est Orlando Pirates, c'est quand même un grand en Afrique du Sud. Hein, c'est Pyramide en Égypte, c'est Al-Masri, Égypte. Attends, vous voyez? L'Afrique de l'Ouest centrale balayée. Non, mais parce que c'est des clubs faibles, qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas structurés. Des championnats qui sont très faibles. Il n'y a pas la concurrence même à l'interne. C'est clair. Parce que, et puis quand tu regardes, prends le palmarès de la Ligue des Champions. Hier, je me suis amusé comme ça, au cours d'une émission à la télé, j'en parlais. Tu prends le palmarès en Ligue des Champions, les 10 derniers vainqueurs, ce sont des gros. C'est les gens du Nord. À part Tepi Mazambé qui s'est un peu... On était en 2019 au Caire, quand on a appris comme ça que, vous écoutez bien cela, que les supporters de Al-Ali, dans leur cotisation pour les cartes de supporters, ont pu engranger 10 milliards de nos francs. Si les supporters posent 10 milliards, ce n'est pas les pauvres 200 000 francs qu'on donne
de la part des supporters de la SEC à M. Roger Ognien qui pourrait faire gagner quelque chose. C'est le jour et la nuit. L'organisation à l'interne, la compétitivité qui n'existe pas, il n'y a pas de la concurrence, il n'y a pas de stade, c'est tout ça qui donne ce résultat-là, n'est-ce pas, Noël Yapo? Bah oui, là, c'est le concentré de tout ça qui donne ce résultat. J'ai dit même que la SEC a fait trop d'efforts. Encore que là, cette fois-ci, même pour jouer, même le match à la réception, il est joué à l'extérieur. Et même là, le FC Saint-Pedro a fait trop d'efforts. Mais je dis, quand il n'y a pas d'adversité, quand il n'y a pas il n'y a pas de compétitivité, quand le championnat il n'est pas d'un niveau très élevé parce que il y a un qui est devant la SEC qui tire et qui est à 100 ans à l'avance, qui est suivi 50 ans derrière par FC Saint-Pedro, mais après tous les autres, ça c'est à la traite. Donc bon, c'est le résultat. Qu'est-ce que les autres pays là, dans les autres pays qui dominent le football, quand vous allez vous regardez un match en championnat égyptien, mais vous avez l'impression que vous êtes en Europe. Les clubs, c'est une grosse bataille. Mais ici, quand vous sortez avec vos joueurs, que vous arrivez en Tunisie, au Maroc, en Égypte, vos joueurs sont émerveillés même par la qualité de l'infrastructure d'entraînement du club contre lequel ils vont jouer. Mais là, ils ne pensent même qu'à rester là-bas. Ils ne cherchent même pas à gagner pour revenir. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut. Il faut qu'on développe le football. Parce que quand on parle de ça, on a l'impression que bon, on en veut à des personnes. C'est pas une affaire de personnes. C'est une affaire qu'il faut qu'on développe le football. Le football ne peut se développer que sans infrastructure. Et aujourd'hui, la SEC Mimosa, bon ben la SEC, regardez la SEC à Sol-Béni, la SEC est en train de construire encore à Bézerville, si je ne m'abuse, Moro Bata. Mais pendant que la SEC fait ça, les autres font quoi? Ça dort, ça attend. Mais pourtant, c'est la même subvention. Et quelle adversité vous voulez que la SEC ait pour aller affronter Mamelodi, pour aller affronter Al-Ali? D'accord. On ne va pas manquer de faire un petit tour chez nos amis qui ont plus le temps pour nous écrire. M. Kessé Alain, Kofi Kwame Nassino, Marc Colli, Martin Fallet. Il dit, je vous suis depuis Daloa. Moi, je dirais que les clubs ivoiriens ne conservent pas les nouveaux joueurs talentueux qui découvrent chaque année. Donc, à force de vendre à chaque moment, fragilise un peu notre foule. Mon très cher Martin Fallait, nous vous saluons. Soirablé, Nassiro et autres, dont M. Hyacinthe le chanceux, Fofana Ayouba, Amidou Kone, Yao Kofi Michel, et Andy Kwaku et autres Jean-Paul Kwaku, tous parlent de changement pour que notre football puisse rebondir. Donc, on a fait l'économie de faire tout ce tour-là. Messieurs, on va boucler notre rendez-vous de ce jour. Cette élimination, pour nous résumer, c'est la conséquence directe de nos tas, de nos improvisations. Et on a navigué à vue, voilà. C'est le malheureux vécu, mais c'est aussi un vécu qui nous met au pas, qui met en nu tout un football qui a besoin. C'est un peu l'enjeu de ces élections. Il faut retoucher le football, que ce soit Souri, Idriss, Drogba, les autres candidats qui vont être annoncés. Celui qui va venir, il a besoin de changer de fusil d'épaule. Absolument, absolument. Il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer le management de la fédération. Il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer le projet. Il faut une autre vision pour le football. Aujourd'hui, on parle de football qui s'industrialise. Aujourd'hui, il faut aller dans la professionnalisation de ce football, la sortie de l'amateurisme, sortie des gestions agricoles de nos équipes. Mes parents sont des agriculteurs. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, mais maintenant il faut une vision, il faut une autre vision pour... Regardez, Rach, c'est qui est triste. Depuis 1999, aucune équipe ivoirienne n'a pu gagner une compétition africaine au niveau des clubs. Ouais. Ça, c'est triste. C'est un constat qui est là. Depuis 1999, le dernier sac d'Africa Sport. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et la Super Coupe de la SEC également. C'est vraiment triste. Noël, ils sont les archives encore, Chariot, mais ça fait froid dans le dos. Effectivement, la Coupe d'Afrique de 2015 remportée par les éléphants, c'est comme l'arbre qui ne devrait pas cacher la forêt. Ben oui, malheureusement. Et là, cette Coupe d'Afrique, on a laissé l'arbre cacher la forêt. Et ça a permis de continuer avec tous ces mauvais résultats. Mais je suis entièrement d'accord avec la vision. Il faut changer les choses. Quand ça ne va pas, à un moment, on change, on opère une rupture.
je vais dire même à 100 degrés, on peut opérer la rupture. Ça ne sert à rien de continuer à être toujours dans le même système qu'on a fait et ce même système qui nous donne aujourd'hui des résultats. La dernière fois, Gouané me disait, c'est difficile de faire un nouveau super. Maintenant, il faut donner carrément le véhicule à un nouveau conducteur. Les anciens conducteurs ont montré leurs limites. On a vu. Les anciens conducteurs qui ont l'expérience avec les vieux permis, ça ne marche plus. Ah, prenons le risque. Ils ont le vécu, hein. Le véhicule à un jeune, et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, si ça marche pas, on se cassera la figure. De toute façon, on s'est déjà cassé la figure. Même avec ceux qui ont l'expérience. Donc il faut changer. Changeons, opérons un changement radical de la fédération, un changement de vision, un changement de management, un changement de prise de décision. Parce qu'il n'y a plus question pour ceux qui vont venir de continuer, comme je l'ai dit la dernière fois, à regarder les dirigeants de club faire ce qu'ils veulent, ne pas payer les joueurs, ne pas payer les salaires corrects, et puis parce qu'il y a des visions électoralistes, on les laisse continuer, on les couvre. Il faut mettre tout ce terre à nu. Les joueurs ne peuvent pas continuer de se sacrifier, produire du bon spectacle, gagner des résultats, mais s'ils ne sont pas payés. Et il n'y a personne, même l'heure amicale pour les défendre. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'équipes qui sous-payent leurs joueurs en Ligue 1, mais pourtant les joueurs ont une amicale pour les défendre. Pourquoi ces amicales ne parlent pas? Donc le changement, depuis la tête de la fédération, il faut opérer ce changement pour que ceux qui produisent ce football-là gagnent de l'argent. Et s'ils gagnent de l'argent comme en Égypte, vous allez voir que les résultats vont changer. Ils n'auront même plus besoin de s'expatrier, mais ils vont se donner à 100% et les résultats vont changer. Je rappelle que vous avez participé au Kono à SEC Africa Sport, mais force est de reconnaître que ce que vous avez fait est pratiquement balayé à l'eau puisque les joueurs eux-mêmes ne sont pas payés après les matchs. Donc c'est une situation qui va certainement faire grise mine bientôt à l'Africa Sport. Vous changez, même si on met la normalisation après l'Africa, on met une autre normalisation de l'autre côté d'un club, ça ne va pas évoluer. Le mal est très profond. C'est le constat, M. Noël Yapo. Voilà. On va s'arrêter là. Oui, vous voulez rapidement? Vous voulez? Oui, là, c'est le constat et c'est pourquoi je dis le changement doit se faire à la tête. C'est vrai qu'il y a des changements dans les actes, mais après, il y a des changements dans les paroles, mais il faut que les changements soient posés dans les actes. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a des moments où il faut carrément changer de cap. Et ça doit être le cas de l'Africa. C'est vrai, j'ai participé à la normalisation, on a mis des choses en place. Mais il y a un fait de mettre les choses en place. Après, il faut que l'exécution de ces choses-là suive. Je pense qu'ils vont pouvoir corriger le tir. Merci beaucoup. On s'arrête demain. Un autre débat sur notre plateau de vérité des sports. Que la Côte d'Ivoire soit sous la protection de Dieu, le Créateur. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.